Alors, donc, pour commencer cette intervention, j'aimerais partir de mon expérience en tant que psychanalysant. Il y a une vingtaine d'années, alors que j'associais mes pensées librement sur les disputes quotidiennes que j'avais avec certains proches, le psychanalyste a suspendu la séance. Puis, une fois levé, il m'a serré la main, regardé droit dans les yeux et prononcé cette phrase avec fermeté: « Personne n'a le droit de vous manquer de respect, personne. » Cette phrase eut l'effet d'un électrochoc. Car à cette époque, je ne reconnaissais plus la dimension indigne de certains comportements. Cette maltraitance faisait partie de mon quotidien. Elle s'était banalisée, elle s'était normalisée. Mais comment ces comportements irrespectueux avaient-ils pu se normaliser? En d'autres termes, et ceci nous fait entrer de plein pied dans la thématique de cette journée, comment cette maltraitance était-elle devenue ordinaire? Pour répondre à ces questions, je vous propose de m'appuyer une nouvelle fois sur mon expérience de psychanalysant. En reconnaissant que certains comportements étaient inacceptables, j'ai commencé à poser des limites. Ce que j'ai remarqué alors, c'est que mes proches ne les comprenaient pas. Et ils pouvaient même trouver que j'exagérais ou que je dramatisais. Autrement dit, de la même manière que je méconnaissais avant la psychanalyse certaines formes d'abus et de mauvais traitements, je constatais que mes proches, ou plus précisément leur moi, ne les reconnaissaient pas non plus. Cette méconnaissance de la maltraitance éclaire le procédé défensif par lequel le moi la banalise et la normalise. Par exemple, je ne reconnaissais pas avant ma psychanalyse que je m'autodétruisais. Je disais au contraire que j'aimais faire la fête, que j'étais bon vivant. Et de la même manière que je maltraitais mon corps en pensant m'amuser, je justifiais mon agressivité envers mes proches comme une marque d'authenticité, de respect, voire de légitime défense. Ainsi, plutôt que de reconnaître la dimension maltraitante de mes propres comportements, je les méconnaissais via des formulations qui me permettaient d'en annuler la signification. Véritable prestidigitation, ce procédé par lequel le moi fait disparaître les significations qu'il ne veut pas reconnaître a été découvert par Sigmund Freud sous le nom d'annulation rétroactive. Lors d'une séance de psychanalyse, Madame D reconnaît avec peine la maltraitance qu'elle a subie dans son enfance. « Je me suis caché le fait d'avoir été maltraitée, dit-elle. Et même aujourd'hui, j'ai encore du mal à associer ce qualificatif à mon histoire, à dire que j'ai été maltraitée. Cette violence au quotidien, ces insultes, c'était mon environnement naturel, ça allait de soi. Mes parents me disaient que c'était pour mon bien, pour que j'apprenne à être disciplinée. » Ces paroles de Madame D illustrent bien comment la maltraitance se banalise en étant annulée rétroactivement, en l'occurrence, en étant ici amalgamée avec la signification de la discipline. Monsieur M souffre d'un manque de confiance en lui. Lors d'une séance, il associe ses difficultés à la façon dont il a été maltraité enfant. Ma mère me criait dessus et m'engueulait tout le temps. Quand récemment, je lui ai fait remarquer sa façon méchante de me traiter, elle n'arrivait pas à reconnaître cette maltraitance. Elle me disait que c'était normal, que c'était son caractère et que tous les Espagnols s'expriment avec vivacité. C'est à rendre dingue. Quand j'ose lui dire que ce n'est pas normal qu'elle me crie dessus ou qu'elle me traite de petite merde ou de petit con, elle me répond que c'est affectueux et que c'est moi qui suis susceptible. Encore une fois, nous voyons comment la maltraitance se normalise. Sa signification est annulée en étant confondue rétroactivement avec celle d'un fonctionnement valorisé socialement. Ici, la méchanceté est assimilée à de la vivacité et à de l'affectuosité. Monsieur R est né dans un pays d'Afrique du Nord. Il associe librement ses pensées sur les violences et les humiliations quotidiennes de son enfance, maltraitance ordinaire dont il dit qu'elle ne s'arrêtait pas au cercle familial. À l'école, les élèves recevaient régulièrement des coups de bâton. Ils étaient rabaissés, insultés, humiliés lors de cérémonies qui servaient, selon les professeurs, à leur donner des leçons.
Si l'annulation rétroactive de la violence peut conduire le moi du majeur à maltraiter un enfant tout en pensant l'éduquer, nous pouvons remarquer que ces annulations se structurent en système, et en l'occurrence en système éducatif. Ainsi, quand la signification du dressage est annulée au profit de celle de l'éducation, que l'autoritarisme se camoufle au nom de l'autorité, que le perfectionnisme se confond avec l'excellence, la terreur avec la rigueur, la possessivité avec l'amour, la violence avec l'exigence, la froideur avec la pudeur, l'asservissement avec le respect, l'intrusion avec la protection, ou encore la tyrannie avec l'ordre et la justice, nous saisissons dès lors comment ces significations annulées permettent à la violence de se représenter de génération en génération au nom de l'éducation et de la civilisation. Autrement dit, c'est précisément parce que ces annulations se structurent en système que la maltraitance se normalise au sein de la société. Systèmes d'éducation, systèmes familiaux, systèmes religieux ou systèmes sociaux, les amalgames que charrient ces systèmes d'annulation instituent la maltraitance en la parant des attributs du bon sens, de la morale et de la vertu. Madame M est née en France, mais ne se reconnaît pas comme française. Lors d'une séance de psychanalyse, elle dit que son éducation a été largement influencée par la culture de ses parents et de ce qu'elle appelle sa communauté. Elle a dû arrêter l'école car ses parents lui demandaient de travailler. Dans cette culture, dit-elle, c'est normal que les enfants travaillent pour les parents. C'est normal qu'ils se sacrifient pour la famille. Grâce à sa cure, Madame M cesse d'accepter ce qu'elle reconnaît aujourd'hui comme une mentalité toxique. Je donnais tout l'argent que je gagnais à ma mère, qui le redonnait ensuite à mes frères ou à mes oncles. C'est comme ça dans cette culture. Les garçons sont super importants, ils sont considérés comme des rois. L'autre jour, j'ai remarqué que ma mère disait bonjour à mon neveu, mais elle ne dit jamais bonjour à ma nièce. C'est presque comme si elle n'existait pas. Je trouve ça méchant, mais dans ma communauté, c'est normal. Quand j'étais petite, ma mère m'a dit que s'ils avaient eu un garçon avant moi, ils n'auraient pas fait d'autres enfants. Je me suis tellement habitué à ce discours que je me dis que ce n'est pas grave, mais en fait, c'est très violent. Je me suis toujours considérée comme une ratée parce que je suis née fille. Ces paroles de Madame M mettent bien en évidence comment la violence envers les femmes peut se perpétuer au sein d'un système de représentation qui annule la signification de la maltraitance et qui prend le nom de la culture et de la tradition. La différence des sexes y est systématiquement assimilée à une différence dépréciative, tout comme la signification du sacrifice et de l'asservissement y sont annulées au nom du respect et de la dignité. De plus, notons que sous couvert de valorisation et d'une prétendue supériorité, l'être de sexe masculin n'échappe pas non plus à cette maltraitance instituée. Car en mettant le garçon sur un trône imaginaire et en maintenant son moi dans l'illusion d'être le roi, un tel système éducatif ne le conduit-il pas à s'aliéner et à se maintenir dans une position d'irresponsable et d'assister? Ainsi, quand les violences peuvent se voiler, se généraliser et viser plus spécifiquement les enfants, les femmes, les malades mentaux, les homosexuels, les handicapés, voire n'importe quelle communauté nationale, ethnique ou religieuse, il apparaît finalement qu'aucun être humain ne soit véritablement épargné. Et pour cause, dès lors que nous constatons que le moi de l'être parlant a ce pouvoir de méconnaître sa violence en la confondant systématiquement avec des fonctionnements valorisés, nous comprenons que la maltraitance s'institue dans tous les pans de la société. Quand les violences et les humiliations quotidiennes se justifient encore aujourd'hui au nom de l'ordre et du respect, quand des mutilations sur des enfants continuent de se perpétuer au nom de la religion et de la tradition, je pense à la circoncision et à l'excision, nous pouvons tout aussi bien remarquer
comment la maltraitance s'institue de nos jours au nom de la liberté, de l'amour et de la tolérance. Madame L souffre d'avoir sacrifié 20 ans de sa vie avec un homme qui s'adonnait à ses addictions. Lors d'une séance de psychanalyse, elle réalise que ce qu'elle pensait être sa tolérance et son ouverture d'esprit était en fait une forme de lâcheté et de maltraitance envers elle-même. Mes parents ne me mettaient pas de limite, dit-elle. Ils avaient lu Dolto, mais je pense qu'ils l'avaient mal interprété. Pour eux, il fallait laisser les enfants libres, les laisser pousser comme des herbes folles. J'avais besoin de cadre. En me laissant faire ce que je voulais, en ne me mettant pas de limite, mes parents m'ont délaissé sous couvert de liberté. Cette violence, ils ne m'ont pas protégé de ma propre violence. Cette violence, je la retourne sans cesse contre moi. C'est pour ça que mon mariage est un échec. J'ai supporté toutes ces années des comportements que je n'aurais jamais dû supporter. Si nous avons vu précédemment que la signification de la maltraitance pouvait s'annuler au profit de celle de l'ordre et de l'autorité, les paroles de Madame L témoignent que la maltraitance peut tout aussi bien se représenter de manière voilée au nom de la tolérance et de la liberté. Et de la même manière, nous constatons que les annulations rétroactives se structurent en système. La lâcheté est confondue avec l'ouverture d'esprit, l'abnégation avec la compréhensivité, la négligence avec la bienveillance, l'abandon avec le respect, la licence avec la liberté, ou encore le laxisme avec la tolérance. Dès lors que nous constatons que la démission parentale peut s'ériger comme norme au sein d'un système éducatif présenté comme progressiste, nous saisissons aussi bien comment le laxisme se banalise comme tolérance au sein d'un système judiciaire, comment l'infantilisation se normalise comme assistanat au sein d'un système social, ou encore comment la déresponsabilisation se généralise au nom du progrès, de l'humanisme et de la solidarité au sein d'un système de santé. Le repérage des annulations par lesquelles la maltraitance s'institue dans le champ de l'éducation, de la justice ou même de la médecine permet d'éclairer comment la violence ne cesse de se représenter et de se déplacer dans l'histoire de l'humanité en fonction du système de représentation qui vient l'annuler. Ainsi, quand des enfants pouvaient être sacrifiés dans l'Antiquité pour satisfaire des divinités, quand des mutilations continuent de se perpétuer au nom du respect des traditions, cette maltraitance envers les enfants peut tout autant se représenter aujourd'hui au nom de la science et du progrès dans le champ de la médecine et de la psychologie. Je pense ici au pseudo-diagnostic qui annule la responsabilité du moi des parents dans la souffrance des enfants, aux prescriptions de psychostimulants, aux bloqueurs de puberté ou encore aux mutilations chirurgicales qui s'opèrent aujourd'hui au nom de la liberté et du droit à l'autodétermination. Alors, si l'étude de l'annulation rétroactive met en lumière comment la maltraitance se camoufle et s'institue à travers des normes d'éducation, des mesures sociales ou des systématismes médicaux, j'aimerais vous faire remarquer comment est annulée aujourd'hui la maltraitance que l'être s'inflige à lui-même et qui se représente dans ses symptômes psychiques, corporels et organiques. Par exemple, la tendance morbide à la rumination et à l'obsession est annulée aujourd'hui en étant présentée comme une forme supérieure d'intelligence, de haut potentiel intellectuel. Les troubles de la sexualité sont annulés aujourd'hui en se présentant comme des nouvelles normes sexuelles. Ou encore, la signification morbide de l'obésité est annulée au profit d'une revendication identitaire. Dans le champ médico-psychologique, l'annulation rétroactive du symptôme se traduit non seulement par l'effacement des entités nosographiques, par l'invention de pseudo-diagnostics politiquement corrects, mais elle s'y érige même comme un principe thérapeutique. Or, confondre la guérison du symptôme avec son annulation
revient à confondre le soin avec l'illusion de soin, soit à remplacer la thérapeutique par des techniques de mystification. Au-delà des fonctionnements délétères qu'induit cette annulation rétroactive de la pathologie, elle engendre également des clivages au sein de la société. En effet, les amalgames sur lesquels se structurent ces discours sociétaux instituent non seulement des fonctionnements pathologiques au nom du respect ou de l'inclusion, mais ils empêchent toute discussion. Si quelqu'un ose souligner la dimension problématique de ces idéologies, il se voit lui-même annulé rétroactivement, soit pour reprendre l'expression en anglais, il se voit cancelled. Homophobe, transphobe, grossophobe, réac, raciste, facho, les amalgames qui condamnent systématiquement ceux qui n'adhèrent pas à ces mystifications laissent apparaître le fonctionnement symptomatique, dogmatique et sectaire de ces systèmes d'annulation. Cependant, si la dénomination de cancel culture peut faire écho au concept freudien de l'annulation rétroactive, il me semble plus pertinent d'utiliser la notion de système obsessionnel pour regrouper ces idéologies qui se structurent sur des annulations. Car qu'ils soient reconnus aujourd'hui comme des systèmes religieux, traditionnels, patriarcaux, ou au contraire, comme progressistes, woke ou islamo-gauchistes, nous pouvons remarquer que ces idéologies, qui paraissent s'opposer catégoriquement, reposent en vérité sur les mêmes amalgames systématisés. Cette articulation souligne que ces systèmes d'annulation se représentent tout autant par des systématismes psychologiques, médicaux, chirurgicaux, ou encore qu'ils se confondent avec des systèmes théoriques. L'influence actuelle dans les institutions de la République de la théorie du genre ou de tout autre système qui annule rétroactivement la différence des sexes met bien en évidence cette confusion. Ce repérage souligne la dimension politique de la psychanalyse. Car si ces systèmes symptomatiques peuvent se partager et exercer une influence mortifère dans l'ensemble de la société, la psychanalyse met en lumière leur fonction défensive dans le champ de l'appareil psychique, à savoir qu'ils permettent à certaines parties du moi de se lier et de se remparer. Cette gratification narcissique n'avait pas échappé au génie de Freud, qui dégageait ainsi la spécificité de ces formations symptomatiques. Je le cite. « Les formations de systèmes des névrosés de contrainte flattent leur amour-propre en leur faisant miroiter qu'ils seraient, parce que particulièrement purs ou scrupuleux, des hommes meilleurs que d'autres. » La découverte freudienne et les avancées du docteur De Amorim nous amènent à préciser la fonction intrapsychique de ces systèmes obsessionnels, à savoir qu'ils permettent au moi de se croire vertueux tout en agissant la tyrannie de ces organisations intramoïques. L'étude de ces systèmes d'annulation nous éclaire donc autant sur la capacité du moi à s'illusionner qu'elle met en lumière comment la maltraitance devient ordinaire et comment, en assimilant la signification de la violence à des fonctionnements valorisés, ces annulations voilées normalisent la maltraitance au sein de la société. Je vous remercie.